tous les ans, il y a la fameuse cérémonie des Game Awards, et on vient récompenser les meilleurs jeux qui sont sortis cette année. Et donc voilà, il y a un prix pour le jeu avec le meilleur scénario, la meilleure bande-son, le meilleur jeu multi, et bien sûr, le meilleur jeu de l'année. Et là, on est en 2020, et il y a Christopher Nolan, donc aux Game Awards, qui est en train de faire un discours. Et il fait un discours parce que cette année-là, c'est lui qui remet le trophée du jeu de l'année. Et pourquoi c'est Christopher Nolan ? Et je suis un fan de Nolan, de manière pas du tout originale, Interstellar c'est un de mes films préférés, mais pourquoi c'est un cinéaste qui remet ce prix ? Parce que là on parle pas du jeu le plus cinématographique, on parle du meilleur jeu tout court. C'est genre comme si c'était Miyamoto qui remettait l'Oscar du meilleur film. Ce serait étrange, tout le monde trouverait ça bizarre. Alors pourquoi c'est Nolan ? Et c'est pas le seul truc étrange. Ok, regardons la liste des jeux les plus primés ces dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas comme un pattern ? À part quelques exceptions, c'est tous des grands jeux spectaculaires, blockbusters, avec des grandes mises en scène, des scènes d'action, et c'est toujours le même genre de jeu qui gagne les prix du meilleur jeu. Bon, c'est pas la seule cérémonie avec ce problème, c'est un truc typique de cérémonie. De la même manière qu'on voit jamais un film d'animation gagner le meilleur film, tout simplement parce qu'on lui donne juste le prix du meilleur film d'animation. Donc, les jeux multi, on leur donne le prix du meilleur jeu multi et on s'arrête là. Mais tout de même, pourquoi c'est les grands jeux blockbusters qui gagnent les prix des meilleurs jeux ? Et il y a peut-être un rapport avec Nolan. Et globalement, il y a peut-être un rapport avec les critiques de jeux. Quand un jeu sort et qu'il est exceptionnel, il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est même plus un jeu, c'est un film. Et qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Ça veut dire que pour qu'un jeu soit bon, il doit ressembler à un film. Et c'est pour ça qu'il est là, Nolan. Il est là pour dire « Félicitations, perso, moi je m'y connais en film, et là vous avez fait un jeu qui est du niveau d'un film. » Et donc, pour évaluer si un jeu est bon, on va l'évaluer sur le prisme du cinéma. On va évaluer si le jeu il a un bon scénario, une grande bande-son et une grande mise en scène. Bon, évidemment, en vrai, on s'en fout un peu des Game Awards, ça empêche personne de kiffer leur jeu. C'est surtout que c'est symbolique, c'est pas à propos de pour telle personne quel est le meilleur jeu. C'est à propos de, en tant que culture, qu'est-ce qu'on considère comme étant un bon jeu. Et pour le moment, on répond beaucoup à cette question à travers le prisme du cinéma. Et pourtant, il y a une différence entre le jeu vidéo et le cinéma, et c'est pas du tout une petite différence. Le jeu vidéo, ça se joue. Effectivement, quand on regarde une cinématique, on est vraiment pas très loin du cinéma, littéralement. Mais a priori, si c'est un jeu, à un moment, il y a une séquence de gameplay. Va falloir prendre la manette et jouer au jeu. Et tiens, par exemple, le jeu de l'année 2020, c'est The Last of Us. Et effectivement, les qualités du jeu, en fait, c'est surtout des qualités qu'on pourrait prêter à un film. C'est un chef-d'œuvre sur plein d'aspects, ça c'est quelque chose qui est évident. Mais le gameplay, c'est vraiment censé être ce qui fait un jeu vidéo. Et si on regarde The Last of Us à travers le prisme du gameplay, franchement, c'est super dur d'argumenter que c'est le jeu de l'année. Je suis pas du tout le premier à dire un truc du genre. Le gameplay de The Last of Us, il est un peu dépassé. C'est un enchaînement de séquences d'infiltration, puis d'action, puis de craft, et puis cinématique. Et on recommence, il y a aucune fulgurance. C'est vraiment genre le jeu de base quasiment, on dirait un cahier des charges. Et c'est pas grave, ça empêche pas le jeu d'être excellent, mais ça pose question. Si ce qui fait que le jeu est excellent n'a rien à voir avec le gameplay, alors peut-être que nos critères ils sont pas vraiment pertinents. Ok, du coup, c'est simple, il suffit de trouver le jeu avec le meilleur gameplay, celui qui est le plus fun, le plus immersif, le plus inventif. Et voilà, on l'aura notre jeu de l'année. Voilà le truc qui fait la différence du jeu vidéo en tant que médium par rapport au cinéma. C'est ça qui fait que ça a du sens de parler de jeu vidéo en tant qu'œuvre. Parce qu'il y a un truc fondamental qui est différent par rapport aux autres formes d'art. Un truc qui fait qu'il y a des choses qu'on peut exprimer qu'à travers le jeu vidéo. Et l'exemple le plus utilisé pour parler de ça, c'est Ico. Bon, c'est quasiment devenu un cliché d'en parler. On dirait que si tu veux faire des essais dans le jeu vidéo, il faut que tu parles de Ico. Mais bon, faut dire que ça marche bien pour cet argument et que c'est un jeu vidéo qui est incroyablement influent dans l'histoire du jeu vidéo. Donc, faut bien en parler. Dans ce jeu, on joue un petit garçon qui s'appelle Ico et qui est considéré par le village comme maudit. Et ils ont donc décidé de l'enfermer dans un château. Mais on va pas se laisser faire et donc on va essayer de s'enfuir. Et dans son aventure, il croise une fille qui s'appelle Yorda et qui a l'air prisonnière elle aussi, mais ils parlent pas la même langue. Et pourtant, ils vont avoir besoin de coopérer pour sortir de là. Bon, jusqu'ici c'est un jeu assez classique, mais la clé du jeu, c'est la relation avec Yorda. On doit la guider et la protéger dans toute l'aventure, et contrairement à une IA classique du jeu comme Ellie par exemple qui se débrouille et qui peut pas vraiment mourir d'elle-même, là Yorda elle est vraiment dépendante. Et pour la faire naviguer, il faut la prendre par la main. Et ça change vraiment tout. Pour la tenir par la main, il faut rester appuyé sur une touche. Si on lâche le bouton, on lâche sa main. Et ça donne vraiment l'impression qu'on est lié à elle. Dans toute l'aventure, on la protège, on la guide et à force, on s'attache. Et quand on sauvegarde, elle vient avec nous. Et ce truc-là de pour lui tenir la main, il faut rester appuyé sur une touche, ça donne vraiment l'impression de tenir sa main. Là, on a vraiment un truc qu'on peut faire que dans le jeu vidéo, c'est pas quelque chose qui est possible dans le cinéma du tout.
Le but du créateur du jeu, Fumito Ueda, c'est de créer une relation forte avec Yorda, et pour ça, il nous oblige de passer par une mécanique qui nous attache à elle. C'est une vraie utilisation du gameplay pour faire ressentir quelque chose aux joueurs, sans passer par une cinématique, ni une grande musique ou une grande mise en scène, juste une mécanique de gameplay. Et justement, créer des relations fortes, ce sera le thème commun de tous les jeux de Fumito Ueda. Et c'est cette force-là qu'il va exploiter pour nous faire ressentir des émotions. Bon, tant qu'on est dans les clichés, je vais finir mon CV, ok? Il faut qu'on parle d'un autre jeu immense. Dans BioShock, on est plongé dans Rapture, qui est une ville sous-marine fondée par Andrew Ryan. C'est un milliardaire et la ville, elle se veut comme une utopie. Un endroit où la liberté individuelle serait absolue. Il résume ça en une phrase: un homme n'appartient qu'à lui-même, pas à Dieu, pas au roi, pas à l'État. Et donc la ville, elle devait être un paradis pour les artistes et les scientifiques, avec une liberté totale de créer ce qu'ils veulent. Mais la ville, elle est vite tombée dans le chaos total. Par exemple, il y a des scientifiques qui ont travaillé sur de la génétique et ils ont trouvé une substance qui s'appelle l'Adan. Et avec, on peut modifier l'ADN humain. Et ça nous donne des pouvoirs surnaturels qui sont hyper puissants. Mais c'est aussi une substance qui rend énormément dépendant. Et à force d'en prendre, les corps se déforment et les esprits s'effondrent. Et ça va transformer beaucoup d'habitants en des créatures violentes et incontrôlables. Ce qui choque le plus dans la ville, c'est le décalage entre la grandeur de la vision avec des valeurs comme la liberté qui cohabitent avec l'horreur des excès. C'est ça le propos du jeu, c'est la liberté. C'est une version dystopique de l'idéologie de l'objectivisme, qui est fondatrice des valeurs des États-Unis. C'est une réponse directe du livre La Grève de Ayn Rand, qui développe la liberté comme la valeur la plus importante. Les entrepreneurs, les scientifiques, les artistes, ils doivent être pleinement libres pour qu'une société prospère. Et donc, sans régulation. Et donc par exemple, interdire les travaux sur la modification de l'ADN humain, ce serait perçu comme oppressif de la créativité des individus. Et c'est donc aussi un rejet de l'altruisme. Pour Ayn Rand, c'est littéralement une faute morale. Chacun doit agir dans son propre intérêt, parce que sinon, ça serait nier le droit pour l'individu d'exister pour lui-même. Ken Levine, le créateur de BioShock, il essaye de montrer comment ces idées peuvent se transformer en dystopie. Dans Rapture, c'est la liberté totale qui permet aux individus les plus puissants d'exploiter les plus faibles. Et par exemple, pour exploiter l'Adan, les scientifiques ils ont transformé des jeunes orphelines en Little Sisters, qui ont pour rôle de collecter la substance. Elles ont été manipulées génétiquement pour accomplir cette tâche. Donc voilà, l'univers et le scénario du jeu, ils servent directement son propos, c'est-à-dire critiquer l'objectivisme. Mais la force de BioShock, c'est qu'il l'exprime aussi à travers son gameplay. Dans cette ville qui prône la liberté totale, le joueur il se retrouve à exploiter l'Adan pour s'améliorer et obtenir des pouvoirs, et donc pouvoir progresser dans le jeu. Et en fait, il n'a pas d'autre choix de le faire, parce que c'est comme ça que le jeu est conçu. Il se retrouve lui aussi dans le piège qui a fait sombrer la ville dans le chaos. Il n'a pas le choix de faire ça parce que c'est un jeu couloir, c'est un jeu linéaire. Il n'y a pas de mécanisme qui permet de faire le jeu autrement. Et ça, ça met le joueur directement face à l'illusion du choix et de la liberté. Et sans spoiler le twist de la fin du jeu, les antagonistes s'amusent justement à ça. Ils disent aux joueurs de faire des choses, et le jeu ne donne pas l'occasion aux joueurs de choisir autre chose. Le jeu lui-même, dans son gameplay, te met comme les habitants, face à ton impuissance contre ceux qui ont le pouvoir. Mais le gameplay, c'est aussi l'occasion de retourner ce principe quand le jeu en a besoin. Par exemple, pendant le jeu, on croise les fameuses Little Sisters, et pour la première fois, on fait face à un vrai choix. On peut soit les tuer pour récupérer la dent et devenir plus fort, ou alors les libérer et n'en tirer quasiment aucun avantage. Et du coup, on doit choisir entre ses propres intérêts ou simplement faire une bonne action, et donc être altruiste. Tu m'as sauvé la vie. C'est une manière pour le jeu de critiquer l'objectivisme d'une autre manière. Quand la liberté totale où chacun suit ses propres intérêts nous fait tomber dans une dystopie, une réponse possible pour s'en sortir, c'est justement l'altruisme que Ayn Rand rejette. Le jeu propose aux joueurs de mettre de côté ses propres intérêts et de faire une action altruiste. Le fait d'avoir un choix, ça force le joueur à se positionner sur la question. Il est obligé indirectement de se positionner sur l'objectivisme. Est-ce qu'il préfère ses propres intérêts ou être altruiste ? Et ce choix sur les Little Sisters que le joueur est amené à faire plusieurs fois dans le jeu, il fera toute la différence sur la fin du jeu, justement pour mettre le joueur face aux conséquences de ses actions. Donc voilà, trouvons les jeux qui offrent le meilleur gameplay, le plus innovant, celui qui fait passer un message qui pouvait être exprimé que par ce médium. Et voilà, on a notre jeu de l'année. Si on fait ça, littéralement il y a plein de jeux automatiquement disqualifiés. Et pas des petits jeux, des jeux immenses. Ok, prenons Minecraft. Évidemment, il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de mise en scène de zinzin. Mais il y a un gameplay.
pour le coup, en vrai de vrai, il n'y a pas grand chose. Tu cherches des ressources, tu craftes des items, t'as une barre de vie, une barre de faim, il y a des monstres, il y a rien de révolutionnaire, ça existe depuis la nuit des temps, c'est un peu comme The Last of Us en vrai, c'est le jeu de base. Sauf que là, il n'y a même pas de mise en scène comme The Last of Us. En fait, sur nos critères, Minecraft c'est un jeu assez banal, avec rien qui sort de l'ordinaire. Et pourtant, tout le monde voit bien que Minecraft est tout sauf un jeu ordinaire. Minecraft, c'est une génération entière. Est-ce qu'on a vraiment envie de disqualifier par défaut Minecraft des bons jeux? Mais alors, qu'est-ce qui fait que Minecraft a eu autant d'impact? Qu'est-ce qui fait que malgré que le gameplay soit super basique, on ait pu faire tellement de choses sur le jeu? C'est parce que Notch, le créateur du jeu, il nous a offert la possibilité de faire plein de choses. Notch, dans son jeu, il a jamais voulu qu'on fasse des dés à coudre, ou qu'on fasse des émissions de déco. Il a même sûrement jamais pu prévoir ça, même dans les rêves les plus fous. Donc on peut pas dire « Ah, c'est un message de l'auteur du jeu, à travers le gameplay qui fait la suprématie du jeu vidéo sur les autres formes d'art, il nous a permis de faire des Fallen Kingdoms pour nous faire ressentir des trucs. » Mais tout ça, ça a été possible parce que Notch, il a créé un jeu qui nous offre la possibilité de le faire. Il nous a offert un jeu vaste avec un ensemble de règles simples que les joueurs peuvent s'approprier pour en faire des choses nouvelles et constamment renouveler le jeu. Il a pas créé un jeu riche, mais il a créé un jeu qui nous donne la possibilité d'en faire un jeu riche nous-mêmes. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant les meilleurs jeux, c'est les jeux bac à sable? Les jeux à première vue vides mais qui offrent plein de possibilités pour le joueur? Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait d'un jeu comme League of Legends? Qui n'est clairement pas un bac à sable, et c'est pas du tout un jeu avec une infinité de possibilités de création pour le joueur. Et pourtant, c'est pas du tout un jeu sur lequel toutes les parties se ressemblent. Effectivement, le jeu n'est pas constamment en train de se renouveler grâce aux possibilités pour les joueurs de le réinventer. Mais par contre, c'est un incroyable terrain pour créer des histoires. Et des histoires absolument folles qu'on a tous vécues ensemble. Et qui nous ont tous, en tant que joueurs, fait ressentir des trucs de fou. Ok, peut-être que vous voyez où je veux en venir. Ok, franchement, on s'en fout des Game Awards. C'est marrant de voir c'est quoi le jeu de l'année, mais ça nous apprend pas grand-chose en vrai. Mais c'est un très bon point de départ pour se poser la question de la vision qu'on a du jeu vidéo. Et les récompenses, elles ont clairement un biais en faveur des jeux qui reproduisent la manière de raconter des histoires, telle qu'on la voit dans la littérature ou le cinéma. Mais dans le jeu vidéo, il y a une autre manière de parler, qu'on voit à travers d'autres formes de jeux, dont Nolan ne peut pas du tout voir à travers son prisme. Les créateurs de jeux, ils ont la possibilité de créer des histoires immersives pour faire passer des messages, ou simplement faire vivre une belle aventure. Mais ils ont aussi la possibilité de créer des jeux dans lesquels les joueurs ils peuvent créer leur propre histoire. Et ça, c'est vraiment la grande différence selon moi de ce médium par rapport aux autres. Je trouve que c'est un truc qu'on oublie quand on juge les jeux. Je trouve qu'on sait juger les histoires qui sont faites par les développeurs de jeux, mais on oublie beaucoup les histoires qui sont créées par les joueurs. Et ça, c'est permis par les développeurs. Et du coup, on met de côté plein de jeux qui sont tout aussi excellents. En tant que joueur, on peut créer nos histoires tristes, émouvantes, inspirantes, et je trouve que c'est un critère intéressant dans ce qui fait qu'un jeu est bon. Et ces histoires, elles n'existent pas d'elles-mêmes, il faut en entendre parler, et pour ça, il nous faut des storytellers. Tout le monde l'a vu, ces 2 dernières années, il y a une explosion de créateurs sur YouTube qui, justement, racontent ces histoires. Parfois, ils racontent l'histoire incroyable d'un joueur qui a accompli un truc que tout le monde pensait impossible, parfois c'est l'histoire d'un grand mystère qui a été résolu dans le jeu, et parfois c'est juste le partage de sa propre histoire dans son expérience de jeu. Et en fait, je pense que c'est plus important qu'on peut le penser. En prenant ce critère de un jeu dans lequel les joueurs peuvent se créer des belles histoires en fait un bon jeu, on pourrait pas avoir ce critère si on n'avait pas des bons storytellers. Et donc, je pense que c'est pas simplement des histoires bien racontées. Je pense que c'est une extension directe du jeu vidéo en tant qu'art. Une manière de faire de l'art qu'on oublie beaucoup, et en parler, et partager ça, c'est faire vivre le jeu vidéo plus loin dans ce qu'il différencie des autres formes d'expression. Et maintenant, on voit apparaître un peu partout des commentaires de gens qui comparent ces youtubeurs, qui les classent, et qui essayent de définir qui sont les vrais défauts. Et je crois que c'est un truc un peu instinctif. Quand les gens ils aiment bien quelque chose, ils s'identifient, ils trouvent leur préféré, et on va les comparer aux préférés des autres. Et je crois que le mieux c'est de réaliser que de toutes les méta YouTube qu'on a eues, celle-là elle est tellement riche de bon contenu, de grand travail de recherche et de bonnes histoires. Et clairement je suis pas le seul à kiffer, on a rarement vu des stats pareils pour du contenu aussi niche. Et comme toutes les méta sur YouTube, elle finira par passer. J'ai grandi en regardant YouTube, j'ai grandi en jouant à des jeux vidéo, et aujourd'hui, le jeu vidéo a rarement été aussi vivant. Alors profitons-en. Alors, j'en profite pour dire que j'ai justement sorti il y a quelques jours une vidéo de type storytelling sur ma chaîne principale. Alors, j'oserais pas dire que c'est un classique, mais bon voilà, je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez.